Mes chers compatriotes, bonjour. Nous allons commencer notre direct. On va vous demander de partager. Appelez tous ceux qui ont l'habitude de s'intéresser à nos sujets. Partagez, qu'on soit un certain nombre. Parce que la journée d'aujourd'hui, après le repos d'hier, sont quand même des journées importantes pour la suite de la sensibilisation. Nous allons parler de pas mal de sujets parce que je constate depuis un certain temps. Donc, vous partagez, on interpelle tous ceux qui sont dispo. Mettez des cœurs, protégez le direct. Et puis, bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes les Camerounaises, à tous les Camerounais et à tous ceux qui s'intéressent des sujets qui concernent le Cameroun. Parce que nous faisons partie de l'Afrique, beaucoup d'étrangers nous regardent, beaucoup d'Africains regardent la situation qui prévaut ici au Cameroun, notre pays. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous remercie de prendre le temps. Nous sommes toujours au Nord Cameroun. Avant d'entamer la sensibilisation au Nord Cameroun, nous avons des sujets assez délicats que nous devons traiter compte tenu de l'actualité qui prévaut au Cameroun. Donc, nous n'allons pas sauter... Bonjour Elsa Karine, bonjour. Nous n'allons pas sauter les actualités qui paraissent très importantes pour tout le chemin qu'on est en train de faire aujourd'hui. Nous croyons au changement. Peu importe ce que pensent les autres, nous savons que dans la vie, il faut changer. À un moment de la vie, tout change. Même quand on est, on ne vieillit pas en ayant l'apparence du moment où on est. Donc, j'ai beaucoup de frères qui m'interpellent toujours sur les mêmes sujets. Et je me pose même la question de savoir s'il faut répondre à tous les convaincus. Mais moi, j'exprime ma gratitude à tous ceux qui sont convaincus d'avoir un guide, quelqu'un qui les accompagne. Tant mieux pour eux. Nous sommes encore dans cette position où nous restons sur le principe que nous ne voulons pas que le président Paul Biya pose sa candidature en 2025. Et nous nous sommes donné le temps de voir comment nous allons retrouver la personne qui va conduire le Cameroun. Nous ne sommes pas obligés de suivre la même personne parce que nous sommes dans un système démocratique. Et puis, la maturité politique fait que beaucoup de gens, beaucoup de compatriotes suivent des personnages politiques par rapport à leur personne, comme ça s'est toujours fait. Or, l'évolution fait que, à un moment donné, on est tenu de regarder ce que disent les personnes pour pouvoir choisir. Donc, ce n'est pas, on ne peut plus venir imposer aux gens une image pour dire que c'est cette image que vous devez garder dans votre esprit, sans toutefois donner l'occasion aux gens de réfléchir. Donc, je n'arrive pas à définir l'esprit démocratique de ceux qui veulent le changement et qui se disent que le seul changement, c'est une personne. Bon, déjà, personne ne gouverne seul. Donc, tous ceux qui vont apporter des programmes de gouvernance et de gouvernement, même s'ils sont élus, seront obligés de composer
avec les autres acteurs politiques. Donc, ça a été le cas pour le président Biya, c'est le cas pour lui, et c'est le cas pour tous les présidents du monde. Il n'y a personne qui vient avec un programme, qui met son programme en marche, tout seul, en laissant le peuple se dire que vous n'avez pas voté pour moi, donc vous suivez seulement ce que je vais faire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, depuis le départ de notre sensibilisation, nous nous sommes arrangés à dire que nous appartenons à une grande communauté qui veut le changement. Et c'est à cette grande communauté que nous essayons de faire passer le mot pour que la communauté grandisse encore plus. Parce que sur la base de ceux qui sont électeurs, quand on voit le paysage politique camerounais, il y a des gros partis et des très petits partis. Ça ne facilite pas le choix. Parce qu'on peut être intéressé par quelqu'un qui vient d'un petit parti, enfin, par ce qu'il propose, et ne pas avoir les propositions de ce candidat aboutir au moment où les élections seront faites. Donc, raison pour laquelle beaucoup de gens, enfin ceux qui ont une certaine maturité politique, considèrent que les bords politiques sont formés en deux grands groupes. Et qu'il n'y a pas un individu contre un groupe. C'est toujours quelqu'un qui porte un projet, qui se confirme ou qui s'affirme. Mais pour arriver à gouverner, il est obligé d'appeler avec lui tous ceux qui partageaient le minimum d'engagement ou le minimum d'idées qui conviennent au changement. Donc, moi je continue à dire à mes frères, surtout à ceux qui sont convaincus, que ne mettez pas les organes comme on dit. Ne mettez pas les organes et ne vous croyez pas déjà vainqueur. Ça, il faut vraiment que tout le monde se dise ça. Moi, je suis très intéressé de savoir comment mes compatriotes emmagasinent leurs convictions politiques. Mais je reste toujours sur ma soif de se demander que celui-ci, il s'engage, c'est quoi son projet politique? Qu'est-ce qu'il attire chez tel candidat politique? Les similitudes sont les mêmes. Hein. Beaucoup de gens vont voter une personne parce que cette personne est proche, que ce soit au niveau tribal, que ce soit au niveau social, que ce soit... C'est un peu comme ça, c'est cet instinct qui nous tient encore. Et c'est dommageable, parce que rester figé sur une personne laisse souvent l'occasion à d'autres personnes de se liguer contre la personne que la plupart des gens brandissent. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu. Nous n'avons pas voulu. Moi, je parle pour mon cas. Je connais beaucoup de responsables politiques, des responsables de partis politiques. J'ai discuté, j'ai rencontré certains, j'ai discuté avec certains. Si ce n'est que par affinité, j'ai déjà ma personne. Mais je ne vote pas par affinité. Je vote par conviction. Bon, qu'est-ce qui a conduit mon engagement? Moi, je vais vous expliquer, je vais vous donner une raison, à la limite simple. Parmi tant d'autres, parmi les frustrations que nous avons connues, qui nous poussent à dire que bon, ce régime doit s'arrêter en 2025. Là, nous sommes encore convaincus. Je vous raconte une histoire que j'ai vécue il y a de cela une quinzaine d'années, au Cameroun. Un jour, je revenais de mon village. La route était en piteux état, comme on vous a toujours dit que les routes sont en piteux état. J'étais véhiculé et je me rendais sur Yaoundé. 4 kilomètres après mon village, j'ai trouvé une dame et un monsieur. Ce monsieur est mon oncle au niveau traditionnel, au bord de la route.
Écoutez bien cette histoire. Parce que cette histoire est en quelque sorte quelque chose qui m'a personnellement traumatisé. Et qui fait partie des choses que j'ai empilées. Je vous dis, ça fait 15 ans que j'ai vécu cette scène, en moyenne. Donc, les gens que j'ai trouvés au bord de la route attendaient pour pouvoir se rendre en ville. Parce que la femme de ce monsieur était malade. Je me suis arrêté, j'ai pris la femme, j'ai pris le monsieur. Et je les ai conduits à Sarmelima. En sachant que moi, je continuais ma route sur Yaoundé. Dès que je les ai déposés à l'hôpital de district de Sarmelima, j'ai continué ma route à Yaoundé. Une fois arrivé à Yaoundé, dans la soirée, j'ai ma tante qui m'appelle pour me dire qu'il y a un cas très grave qui s'est passé à Sarmelima. Je ne sais pas si tu es au courant. Je lui dis, mais non, moi je ne suis pas au courant, dis-moi ce qui se passe. Donc, elle me fait donc comprendre que la femme que j'ai portée dans ma voiture ce matin, elle est arrivée à l'hôpital. Elle a expliqué au médecin qu'elle avait mal au niveau du bas-ventre. Et que, par déduction, elle se disait qu'elle avait une hernie. Et à l'hôpital de district de Sarmelima, les gens qui ont diagnostiqué cette femme, apparemment étaient des stagiaires, et ont décidé de leur propre chef d'opérer cette femme afin de soigner sa hernie déclarée. Vraiment partagé. Et une fois que ces gens ont pris cette dame en consultation, ils ont décidé de l'opérer. Bon, apparemment, le docteur, le responsable de l'hôpital n'était pas là. C'était une femme, toujours du Sud, mais c'était un vendredi. Elle n'était pas là, elle était dans ses champs au village. Et l'hôpital était à la merci des stagiaires. Donc les stagiaires ont décidé d'opérer la dame. Ils lui ont fait une croix au niveau de la cuisse, de la jambe. Et ils ont fouillé la hernie. Ils n'ont pas trouvé de hernie. Au fait, cette dame avait juste le ganglion qui était enflé. Et une fois qu'ils ont fini leur opération, ils se sont dit qu'ils allaient maintenant, comme ils n'ont pas trouvé de hernie, qu'ils allaient fermer la blessure. Mais pas de chance pour eux, le médecin qui était parti chez lui avait amené les clés où étaient stockées et les fils de couture, et les fils de suture et tout ce qu'il fallait pour coudre la blessure que les stagiaires ont fait. Je vous parle de l'hôpital de Sarmelima. Et les gens ont donc décidé d'aller chercher le docteur au village, là où le docteur était. Elle était dans ses champs, c'était une dame. Une fois qu'ils ont réussi, ça a pris 30-45 minutes, la femme qui était opérée, elle était à l'hôpital, le mouchoir sur sa blessure. Quand le docteur est arrivé, le docteur a constaté que la blessure avait déjà mis trop de temps exposée. Elle a demandé aux stagiaires qui leur avaient donné l'autorisation d'opérer et qu'elle ne pouvait plus toucher à cette blessure parce que il y avait un début de gangrène. Elle ne pouvait plus toucher à la blessure de cette dame. Je vous parle d'une dame de 25 ans. La dame a donc demandé de faire évacuer cette dame à Yaoundé de toute urgence. Et c'est ce qui a été fait. La patiente a été évacuée à l'hôpital central de Yaoundé. Elle est arrivée en début de soirée. Une fois arrivée à l'hôpital, de toute urgence, le docteur qui l'a reçue a mis les mains sur la tête. Il a dit, c'est pas possible. Je ne peux pas intervenir sur un cas. La gangrène a tellement évolué que maintenant, il faut couper la jambe. Complètement désemparé, parce que si on ne coupait pas la jambe, la femme, la jeune dame mourait. Et c'est comme ça qu'on décide donc de lui enlever une jambe. Et on lui a enlevé une jambe.
vraiment comme on fait souvent aux animaux, on lui a enlevé une jambe. Et c'est là où intervient ma tante. Parce que à la fin de l'opération, les gens prennent donc cette jambe coupée, la mettent dans un sac plastique et demandent s'il y avait des membres de la famille de la dame qui était malade. Et c'est là où intervient ma tante, on appelle ma tante de toute urgence. On dit donc à ma tante que voici la jambe de votre sœur, il faut aller enterrer ça au village. Il faut enterrer la jambe. Nous, on ne peut pas prendre une jambe. Il était 21 heures. Ma tante dit, mais vous-même, est-ce que je peux quitter l'hôpital central de Yaoundé avec la jambe de quelqu'un, d'un homme, d'un humain? Nous sommes de Saint-Mélima. Imaginez-vous que je prenne un taxi à 21 heures avec la jambe d'un humain et que je l'emmène jusqu'à Saint-Mélima. Vous voulez déjà qu'on m'arrête? Donc, ma tante vient donc me faire part de cette affaire. Elle me fait comprendre que, finalement, elle a dû aller déposer le pied de la patiente devant la morgue. Parce qu'elle était dépassée. Elle ne pouvait ni sortir avec le pied, au risque de se faire arrêter, même de se faire agresser. Parce que rencontrer quiconque avec le pied d'une personne en plein Yaoundé, c'est quelque chose de terrible. Et vous risquez de mourir parce qu'on peut vous prendre pour un trafiquant d'organes. Quand ma tante me relate cette affaire, je me sens responsable. Parce que c'est moi qui ai porté cette femme au départ. Je me sens responsable. Et cette affaire m'a traumatisé des années. Je dis des années. Je voyais l'image de cette femme dans ma tête. Parce que je l'avais portée. Je l'ai amenée à l'hôpital. Et au lieu d'être soignée à l'hôpital, on lui a plutôt coupé une jambe. Donc, cette femme, j'ai beaucoup de mal à la regarder jusqu'aujourd'hui. Parce qu'elle est toujours vivante. C'est une dame à la cinquantaine, soixantaine aujourd'hui. Mais elle a dû perdre toutes les facultés qu'elle avait pour tenir son foyer. Parce que maintenant qu'elle se retrouvait avec une jambe, elle ne pouvait plus assurer tout ce qu'il fallait pour son foyer. Vous voyez, quand vous rencontrez ce genre de scène dans votre vie, et que vous arrivez à vivre de manière normale, à la limite, vous vous dites que non, la vie normale que moi je mène n'est en vérité pas normale. Parce qu'on ne peut pas se contenter de vivre soi-même normalement et de voir tout ce qui vous entoure dans l'espace que vous aimez vivre, voir ce que vous aimez vivre, être victime de... Moi, je ne parle même pas ça d'erreur médicale. Je ne sais même pas comment je peux considérer ça. Mais être victime de ce genre de choses, à empiler, ça m'a donné quelque chose dans ma vie où je me suis dit qu'à un moment donné, il va falloir que j'oublie ma raison d'être et que je me mette à la limite à être utile aux autres. Moi, je vous ai dit depuis le départ que être utile aux autres, c'est à la limite un devoir pour moi. Parce que les autres ont été utiles à moi. J'ai été orphelin de père et de mère à l'âge de 8 ans. Vous voyez que c'est les autres qui m'ont aidé à survivre. Donc, au moment où on prend la décision de s'exprimer en politique, c'est parce que moi j'estime que le côté professionnel, à la limite, je peux m'en sortir. Même si vous me laissez en Chine, moi je vivrai. J'ai 9 corps de métier où je peux exercer. Des métiers reconnus. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, quand vous vous engagez en politique, engagez-vous en fonction de ce qui peut être le ciment de votre conviction. Si vous êtes contre l'injustice, regardez les paramètres qui vont faire qu'il y ait moins d'injustice. Si vous êtes contre le vol, regardez les paramètres qui vont vous permettre de regarder celui qui va proposer moins de vol. Il y a tellement de choses qui fondent les convictions qui fait qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes convictions pour évoluer dans un même sens. Chacun apporte sa part et à un moment donné, on se réunit et on fait une force.
Je crois sincèrement, je vous donne cet exemple. Il est valable pour ce que je dis et il est valable pour d'autres raisons. Il y a plusieurs raisons qui font que les gens s'engagent. Moi, je me suis engagé à sensibiliser. Parce que je ne veux pas entrer dans le flou, bien que j'y suis déjà. Je vous ai déjà dit que la double nationalité, moi, je la vis. Je vote en France et je vote au Cameroun. Au Cameroun, on ne m'a jamais dit de ne pas voter. Hein. Et en France, c'est un devoir. Donc, je vote des deux côtés. Ça ne souffre pas. Et après ce long règne du président Paul Biya, nous voyons les yeux ouverts, le cerveau aéré, qu'il y a des choses qui ne peuvent même pas être arrangées par le régime. Nous le voyons. Bonjour, Habib. Nous le voyons. Et c'est pour ça que nous apportons un autre son de cloche. Et moi, je fais partie de ceux qui, à la limite, ne considèrent pas l'échec comme une fatalité. L'échec, c'est aussi un espoir. Là, ce sont mes frères qui vivent aux États-Unis, qui peuvent comprendre effectivement ce que je suis en train de dire. L'échec n'est pas une fatalité. Mais l'avantage, quand on a échoué, c'est de reconnaître qu'on a échoué. Et c'est le problème que moi j'ai avec le régime en place. Qu'on ne peut pas continuer à cautionner l'échec des choses qui ont échoué pour se dire que, comme ils ont échoué quand on faisait avant, c'est quand on va recommencer à faire qu'on va mieux faire. Non, ce n'est pas... Ça, c'est pas reconnaître qu'on a échoué. Le président Paul Biya ne porte pas l'échec sur ses épaules que c'est lui qui est la cause de tous les problèmes du Cameroun. Non. C'est son équipe et la politique qu'il a implémentée et la façon dont il a gouverné qui a créé toute la situation dans laquelle on se retrouve tous à décrire aujourd'hui. Moi, je me rappelle d'une belle petite phrase qui était venue de... C'est Franck qui avait lancé, je ne sais pas si c'est lui-même, ou on lui a fait dire ça. Quand il avait dit que les amis de son père ne sont pas ses amis. Oh là là, je ne sais pas si je suis interpellé ou on m'appelle. Je suis en plein boulot, donc sûrement on va devoir faire des petites interruptions. J'ai dit 14 h et je me suis lancé à 14 h. La sensibilisation que nous faisons, c'est celle qui consiste à dire à tous ceux qui sont victimes du système de repenser le choix qu'ils ont l'habitude de faire par accoutumance, mais de le repenser en réfléchissant. Ne quittez pas, hein, je vous en prie. Non, je ne comprenais pas. Tu peux mettre la cale, remonter la remorque et ensuite tu viens à l'intérieur parce qu'il faut que tu mettes la remorque en ordre. D'accord. Mes chers compatriotes, le travail m'appelle. Je reviens vers vous d'ici 15 minutes. Je vous prie de m'excuser, mais c'est une urgence. J'ai eu du retard. Je vais revenir vers vous parce que notre discussion a beaucoup d'intérêt. À tout à l'heure. Eh bien, nous sommes de retour. Mes amis, revenez, on continue. J'ai eu beaucoup de retard. Même ici, en Occident, l'heure n'est toujours pas respectée. J'avais rendez-vous à 11 h. Et mon rendez-vous a pris du retard. Donc, on peut revenir et on continue. On va continuer. On va continuer nos discussions parce que c'est ça qui est important pour nous. Donc, on va faire revenir du monde parce que bon, hein, on a perdu, on était déjà un certain nombre. Le travail a fait que on a été rappelé à l'ordre. Pas à l'ordre parce qu'en vérité, je suis pas en tort, c'est eux qui sont en retard. Et moi, j'étais là à l'heure.
Maintenant qu'ils sont bousculés par leur hiérarchie de me satisfaire, ils viennent, ils ne sont pas contents. Mais ça ne change rien. Moi, je dois remplir mon travail et eux, ils doivent faire le leur. Bon. Il fait chaud ici aujourd'hui. Hein? L'Europe est souvent très chaude à cause de l'excès de bitumage. Donc, j'expliquais l'histoire des convictions politiques. Au fait, la politique, quand on s'y engage, c'est parce qu'on croit en certaines valeurs. Moi, personnellement, je ne crois pas que c'est un boulot qui me sauvera. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas. Forcément, un boulot peut me sauver. Mais je ne crois pas que ma vie dépend du boulot. La preuve, c'est que je passe combien de temps dans le sud avec mes frères. Je passe beaucoup de temps à l'étranger. Je vis. Bonjour Ross. Bonjour Marlise. Nous vivons tous à l'étranger. Enfin, pas tous. Un certain nombre, nous vivons à l'étranger, donc nous ne dépendons pas de nos tribus ni de nos familles. Et Dieu merci, quand on a, comme moi, voyagé, j'ai voyagé d'environ 35 pays dans le monde aujourd'hui. Donc j'ai eu l'occasion de voir un peu comment les choses se passent ailleurs. Et depuis tout jeune, je ne me suis jamais lancé en politique au niveau du Cameroun. C'est important de se dédouaner, de ne pas se mêler à ce qui s'apparente comme être une organisation pas sérieuse. Parce que pour moi, le RDPC n'est pas une organisation sérieuse aujourd'hui. Parce que le RDPC n'applique même plus les directives de ceux qui sont censés être les responsables du RDPC. Donc le RDPC, c'est une industrie électorale qui a bien sûr un maillage territorial assez conséquent. Et d'ailleurs, c'est l'héritage de l'UNC qui a été modifié. Celui qui porte le parti, bien sûr, c'est son président national. Mais à partir d'un certain moment, moi je n'ai pas peur, je n'ai même pas honte de dire qu'un homme de 92 ans ne peut pas s'occuper de mes enfants pour moi qui ai 50 ans, 52 ans. Donc, c'était valable pour moi. J'étais tellement réconforté quand j'avais 10 ans, au moment où ça commençait, qu'aujourd'hui, à 52 ans, je me dis que non. J'ai envie de voir quelqu'un de ma génération au pouvoir. Prendre les règnes, comprendre la vie d'aujourd'hui telle qu'elle est, au lieu de la laisser entre les mains de quelqu'un qui a eu les repères de la vie dans les années 50 et les années 40. Donc, sur ce point-là, moi je reste cohérent. Je reste cohérent sur mon envie de voir le président Paul Biya ne pas mettre sa candidature, son nom pour la candidature à la présidence de la République. Et quand je vois les décisions qui sont prises au moment où s'approche cette élection, et quand j'écoute ceux qui veulent à la limite concourir pour la magistrature suprême, enfin, pas eux directement, mais ceux qui les supportent, je suis obligé de manifester une certaine forme d'inquiétude. Parce que les nominations au niveau des tribunaux militaires hier posent problème. Il y a des situations qui ne sont pas normales. Mais ces nominations montrent déjà la tendance de ce qui risque d'arriver en 2025 si on s'éparpille dans nos velléités. Si les gens disent qu'eux, ils vont utiliser les méthodes de leur chapelle pour prendre le pouvoir, sans toutefois respecter les consignes qui sont qu'on doit tous aller à l'élection. Parce qu'on ne peut pas dire que on encourage les gens à voter, à aller aux élections, et se dire que le problème ne sera pas réglé par les élections. Il y a une certaine forme d'incohérence. Si on dit aux gens d'aller voter, si on dit aux gens de s'inscrire, c'est pour aller voter. Ce n'est pas pour que s'ils vont voter,
qu'on se dise que le vote ne va pas régler le problème. Parce qu'on part déjà avec une mauvaise idée derrière la tête. Et moi, je ne veux pas me mélanger à une forme de bras de fer qui n'aurait pas de sens. Moi, je fais confiance à la machine qui a déjà fait ses preuves. On sait quels sont les défauts qu'il y a au niveau de l'élection au Cameroun. C'est à nous de nous organiser à régler ces défauts à partir des outils qu'on nous donne. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est-à-dire que par l'élection, par les méthodes que le RDPC a souvent utilisées, si c'est le président Paul Biya qui est encore candidat, il y a des méthodes pour contrer tout ça. Parce que tout le monde, on n'a plus besoin de dire que le président est fatigué. On n'a plus besoin de le dire. Et compte tenu de l'allure des choses, on ne peut pas rester là, bras ballants, à dire que ce qui va arriver, va arriver. Comme certains disent qu'eux, ils attendent la mort pour que cette affaire finisse. Mais attendre la mort dans une embuscade, ça nous met en danger. Et on le dit depuis, à cause de la façon dont les choses sont exposées au niveau des institutions. Bien sûr, on voit M. Niat qui atterrit au Cameroun hier après 3 mois d'absence. On a l'impression que nous avons nos 3 responsables du Cameroun qui se font une concurrence de qui va mourir le premier. Nous ne souhaitons pas la mort de qui que ce soit. Mais nous disons qu'en conscience, quand on a atteint un certain âge, une certaine sagesse, on n'est plus obligé d'avoir envie de courir. Et la fonction de président de la République n'a pas vocation à être privatisée en permanence. Ce n'est pas le sens de l'élection. L'élection, c'est un homme et un peuple. Quand on privatise déjà les pouvoirs de celui qu'on a élu, obligatoirement, les hommes et les femmes de ce pays se posent des questions. Surtout quand on voit les abus, quand on voit les connivences, quand on voit le désordre. On est obligé de se dire que l'idéal pour nous, c'est d'avoir un homme en capacité, valide, avec un programme, un projet, même sans parti politique, on s'en fout. Moi, personnellement, les partis politiques, ce sont des entreprises. Hein. Moi, je m'en fous des partis politiques. Parce que c'est le peuple. Le peuple n'est pas un parti. Si on s'agrège tous en tant que peuple, on peut choisir l'homme qu'on veut. Même si on nous impose un autre, si le peuple dit que nous, on veut telle personne, le peuple va choisir. Bien sûr, il y a la sécurisation du vote, qui est un autre challenge. C'est un autre challenge, sécuriser le vote. On n'est pas naïf parce que je suis parti en 2018, je vous ai avoué, c'était ma formation. Je suis allé voir comment ça se passe. Bonjour Eton de Luxe. Vraiment, je te trouve très active et merci beaucoup de ton soutien. Donc, on a vu comment les choses se passent. Nous qui avons eu une expérience sur le terrain, si nous on vous dit, à partir de notre expérience, qu'il y a des choses qui sont possibles à faire, ce n'est pas ceux qui sont venus ici, qui ne fréquentent pas le Cameroun, qui vont nous dire depuis Paris, depuis Londres, que c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes dans la désillusion. Cette désillusion, hein, quand on suit l'actualité du Cameroun aujourd'hui, si Samuel Eto'o, je fais un parallèle, si Samuel Eto'o pouvait rebobiner le moment où on était en concertation à Yaoundé, à Cascade, quand il y avait élection de la présidente de la FECAFOOT, il nous dirait que c'est vous qui aviez raison. Parce qu'on a dit à Samuel que malgré tout ce que tu apportes, ton projet est beau, c'est l'idéal, mais ça c'est un projet qui est valable en Europe. Ici, tel qu'on voit les choses, tu ne vas pas t'en sortir. Malheureusement, il était dans l'engouement d'user de sa popularité. Et moi, je ne cache pas que j'ai jugé à partir de ce moment que Eto'o faisait une erreur parce que sa popularité pouvait permettre le changement, même si ce n'est pas lui qui devait se présenter comme celui qui allait changer. Parce qu'il faut avoir toutes ses capacités. Mais le fait qu'il se mette du bon côté aurait facilité certaines choses. Samuel a été pressé alors qu'il pouvait aider le football d'une autre manière.
Bon, aujourd'hui, on voit dans quelle situation est-ce que on se retrouve. Moi, je n'ai même plus besoin de commenter. Mais ce qu'on lui disait, c'est exactement ce qui arrive. Nous autres, qui avons commencé à travailler au Cameroun très jeunes, qui avons fréquenté tous ces milieux qu'on vous dit que nous, on a fréquenté. Je ne suis pas un fils à papa, mais comment je me retrouve à dîner avec des ministres, à parler avec des présidents? Qui suis-je, moi? C'est parce qu'à un moment donné, nous avons cherché et trouvé un moyen de vivre au Cameroun de manière officielle en tant que jeunes, c'est-à-dire nous étions les premiers jeunes à nous lancer dans le bois au Cameroun. Notre association a commencé depuis l'époque de Naondoa. On était même à l'époque de Nkulu qui était directeur des forêts. C'est cette expérience du vécu. Parce que si je vous raconte les histoires que moi j'ai rencontrées dans les forêts, quand je dénonce par exemple l'église, je ne dénonce pas l'église parce que je n'aime pas les prêtres. Mais, moi je me rappelle qu'un jour, dans une assiette de coupe où je devais couper du bois, il y avait une vieille dame dans le village pour lequel je devais travailler. J'avais mes autorisations. Mais un jour, un prêtre est arrivé. On m'avait dit qu'il y avait une vieille dame qui était malade. Le prêtre est arrivé. On lui a parlé. On l'a appelé pour venir faire la prière afin que cette dame se repose en paix. Et le prêtre a plutôt constaté que la femme souffrait qu'elle avait faim. Ça faisait longtemps. La vieille dame n'avait pas mangé. Donc, avant de faire ses prières, le prêtre a demandé aux gens du village d'aller acheter 2 boîtes de sardines et des bâtons de manioc. Je vous parle des affaires du Mbamekim. On est allé acheter la sardine, 2 boîtes de sardines et 3 bâtons de manioc. La maman qui était agonisante, pour qui on est venu prier et pour qui le prêtre est venu prier, avait tellement faim qu'elle a terminé les 2 boîtes de sardines et les 3 bâtons. 3 bâtons de manioc. Pour montrer que la grand-mère avait faim. Figurez-vous que, à cause de ce geste, le prêtre a pris le plus gros arbre que moi je venais convoiter, à cause de 2 boîtes de sardines. Alors que moi j'avais les documents de l'État. Hein. Les gars ont dit non, 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 non. Le prêtre a sauvé notre grand-mère. Donc, fais tout ce que tu veux, mais l'arbre là, on donne ça au prêtre. Le prêtre a pris l'arbre, il a pris les tronçonneuses, il a commencé à faire le siège. Quand je dénonce les prêtres, parce que c'est des bandits, ces gens sont des bandits. Ils sont dans une organisation, les prêtres, les évêques, qui répondent à d'autres choses qu'à ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est un exemple comme un autre. Ça, c'est la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain. C'est pour ça que nous vous disons que c'est la sensibilisation. Il faut expliquer aux gens pourquoi on doit voter. Pourquoi le changement est nécessaire. Même à ceux qui sont proches de ceux qui sont au pouvoir, il y en a qui, en conscience, aimeraient aussi avoir plus de chance que les miettes que leur laissent ceux qui sont aux affaires. Il n'y a rien de compliqué à ça. Donc, le problème est général. Le problème est général. Il est même générationnel. Il est, à la limite, il est économique, il est social. Il y a tout. Tous les facteurs sont là pour que le changement se fasse. Bon, j'écoute aussi, je regarde. Mais quand je vois le décryptage des notes officielles que font certains personnages qui se revendiquent être de vieux militants, j'ai l'impression même qu'ils ne comprennent pas les textes qui sortent au niveau de Yaoundé. Donc, je parle ici en référence au texte qu'a sorti M. Atangandi. Je vous avais dit que M. Atangandi, je le connaissais, et que ce monsieur jouait son rôle. Il joue tellement son rôle que il écrit des choses qui ne concernent même pas ceux à qui il doit adresser ces choses. Donc, la correspondance d'hier n'est valable que pour lui. Elle n'est pas valable pour ceux qu'il reproche. Bon, mais il est obligé de faire ça. Parce qu'il y a une forme d'anxiété qui gagne le pouvoir. Regardez vous-même. Toutes les aides, à la limite. Moi, je dis que ce sont des aides. Parce que ce que Ketia Cortés est allé faire au nord, elle nous a donné des arguments. Ce que le délégué
régional est allé faire au nord, il nous donne aussi certains arguments. Parce que nous, on est d'accord pour dire qu'on ne doit plus fouetter les gens comme on nous fouettait, nous, quand on était à l'école. Moi, je ne supportais pas le fouet. Donc, moi, je prenais la fuite. Hein. Celui qui voulait me fouetter, il fallait plutôt qu'il court. Parce que moi, je n'acceptais pas. Et donc, c'est bien beau, mais on ne dit pas ce genre de choses devant les enfants. Il y a un cadre où on parle aux adultes. Mais quand on fait applaudir les enfants contre les adultes, en vérité, on rabaisse le pouvoir pédagogique qu'ont ces adultes sur les enfants. Donc, c'est toujours une question de communication. On peut dire merci aux délégués d'avoir mal communiqué. Parce que ils continuent à nous donner des arguments pour que les gens qui sont au nord du Cameroun, à qui Kecha a demandé qu'il y avait quoi avant, ont maintenant la faculté de répondre sur ce qu'il y avait avant et de s'en rappeler et de se dire que aujourd'hui, même l'éducation de nos enfants n'est plus celle qu'on croyait parce que ceux qui sont censés les éduquer sont humiliés par nos enfants. Vous voyez que la communication, la manière de communiquer est bien différente en fonction des objectifs qu'on veut atteindre. Mais nous ne sommes pas surpris parce que le coup d'état scientifique arboré par ceux qui sont dans le gros RDPC n'est même plus à cacher, il est visible. On le voit. C'est à ceux qui sont contre ce régime de s'organiser maintenant pour rafler la mise et permettre au pays de trouver un meilleur visage. Je vous assure que ce qui se passe au Cameroun nous affecte, où que nous soyons. Ça, je vous assure. Une petite décision qui se produit au Cameroun, on dirait que la même décision nous est appliquée alors que nous sommes à des milliers de kilomètres du Cameroun. Mais ce n'est pas le cas. Sauf que nous sommes attachés à notre pays et nous voulons que les conditions de vie s'améliorent. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent que parce que ce régime a échoué, le Cameroun est fini. Non. Il y a des choses que le régime a implémentées, qu'on va profiter, la liberté d'expression à la hauteur de l'épaisseur de la démocratie qu'on veut bien nous servir. Il n'y a pas de démocratie totale dans le monde. Il n'y en a pas. Même aux États-Unis, la démocratie n'est pas totale. La démocratie a une épaisseur en fonction de l'expérience qu'a un pays. Quand on dit qu'un pays est jeune, ce n'est pas parce que ceux qui sont là sont jeunes, c'est qu'en fonction de son organisation et de l'indépendance qu'il a pu acquérir, les républiques qui ont gouverné dans ce pays n'ont pas permis une évolution comparable à ce qu'on appelle les vieux pays. Au Cameroun, nous voulons attaquer la Troisième République, encore que on était à une république et demie, on va dire deuxième, mais nous voulons attaquer la troisième. D'autres pays pensent à la sixième République. Donc on ne peut pas avoir la même épaisseur démocratique dans ces pays-là que dans notre pays. Il ne faut pas vendre des illusions aux gens. Et la liberté n'est pas universalisable. On a beau l'écrire sur un papier, la liberté dépend de l'environnement dans lequel on vit. Moi, je me sens en liberté quand je ne vois pas de policiers, quand je ne vois pas de gendarmes. C'est là où moi je me sens en liberté. D'autres personnes se sentent en liberté quand ils ont des policiers qui les gardent. Vous voyez que la liberté, c'est quelque chose d'assez aléatoire. Mais on garde des principes de base qui sont que laissez la parole aux gens, laissez le choix aux gens, permettez aux gens de s'épanouir professionnellement, ne bloquez pas les institutions, ne vous accaparez pas du bien public. Toutes ces choses-là font qu'un pays grandit. Malheureusement, nous, là où nous sommes encore très loin du compte. Parce qu'il y a une confusion généralisée du bien privé au bien public. Et tous, la majorité, tout le monde fait semblant de travailler. Tout le monde fait semblant. Je crois même que même dans les convictions politiques, beaucoup de gens font semblant de soutenir. Derrière leur tête, ils pensent à autre chose.
J'ai un frère qui se fait appeler Asimba. Assi. Donc, en quelque sorte, Asimba, le miracle. Ce frère est fâché contre moi parce que j'ai publié l'image d'une jeune dame que je ne connais même pas, qui était dans les mouvements de protestation en 2018. Donc, ce jeune me reproche d'utiliser cette image parce que cette fille n'est pas du sud, elle est bamileke, mais elle parle boulou. Et que ce n'est pas ça que je devais faire. Je dis, mais mon frère, si je rencontre une bamileke qui parle boulou, je dis merci le Cameroun. Parce que tous les Camerounais doivent parler bamileke, douala, bassa. C'est ça être Camerounais. Moi, ça ne me choque pas de voir une fille bamileke qui parle boulou. Nous avons élevé des enfants bamileke au sud. Qu'est-ce qui ne va même pas dans vos têtes? Donc, moi, je ne suis pas là pour regarder ça. J'ai pris cette image parce que cette image me parlait. On est aujourd'hui dans le sens de la sensibilisation pour le changement. Donc, venez me reprocher d'utiliser des images qui vont dans le sens de ce qu'on fait aujourd'hui, sous prétexte que ces images étaient utilisées avant pour d'autres choses. Ça ne m'intéresse pas, mon frère. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne fais pas partie de ceux qui, déjà je pose même souvent des questions à ceux qui sont convaincus que, est-ce que votre conviction là, elle date de 2018 ou de 2025? Parce que jusqu'à présent, en 2025, on n'a pas encore vu le programme. Hein. Le programme de 2018 n'est pas du tout celui qu'on va présenter en 2025 parce que la situation a changé. Mais le changement, lui, il est obligatoire. Nous, c'est de ça qu'on parle. Parce qu'il y a une trop longue vie politique de certaines personnes qui font carrière en profitant de la majorité. C'est ce constat qu'on fait et c'est ça qu'on dit. On ne dit pas autre chose. Donc, ne venez pas croire que parce que je suis boulou, je vais défendre les... Non, 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 je ne suis pas du tout dans cette philosophie de vie. Et je vous ai dit au départ, il fallait m'écouter dès le départ. Moi, ceux avec qui j'ai eu à évoluer professionnellement, paradoxalement, c'est les gens de l'Ouest et les gens du Nord. Oui, c'est avec eux que moi j'ai évolué professionnellement. Parce que, en fonction de l'expérience que moi j'ai reçue de l'extérieur, je regarde l'efficacité. Je ne regarde pas la familiarité. Moi, je parle à une personne qui est capable de dire, aujourd'hui, je ne m'intéresse pas à boire, je travaille. Je ne mélange pas les deux. Je ne mélange pas les deux. Donc, quand je regarde sur le terrain, ceux qui sont le plus concentrés dans les affaires, ou dans le cas du travail, moi, je regarde qu'il y a des personnes qui sortent du lot. Les gens de l'Ouest m'ont énormément intéressé dans le cadre des affaires. Et d'ailleurs, sur le paysage politique, on peut remarquer que, en dehors de ceux qui ont bénéficié du régime et qui ont accompagné le président dans l'échec, quand on regarde bien le Cameroun, on voit bien que dans toutes les villes du Cameroun, les hommes de l'Ouest sont quand même attachés à faire du commerce. C'est une expérience nationale. Et on doit être fier de ça. On doit être fier. Il ne faut pas faire comme le coq, hein, qui, même les pieds dans la merde, continue à chanter. Il faut être sincère dans la vie à un moment donné et savoir ce qu'on veut. Cela ne veut pas dire qu'on se renie soi-même. Et vous qui êtes boulou, qui venez me parler tout le temps, je vous ai dit que le cuisinier même de Paul Biya est bamileke, celui qui lui fait à manger tous les jours. Si Paul Biya vous aimez trop, pourquoi il n'a pas pris une femme au sud pour lui faire à manger? Pourquoi l'ami, l'homme de main de Franck, qui est Ghislain Guéhou, pourquoi Franck n'est pas venu prendre un gars à Sarmelima ou à Mayomosala pour qu'il en fasse sa personne? Vous voyez que vous êtes en train de prêcher du faux, là où les gens, eux, ils sont dans le réalisme. Les gens sont dans le réalisme. Donc, je suis d'abord conscient d'une chose, et que beaucoup de... À la limite, je ne sais pas si le terme combattant n'est pas le terme que moi j'aimerais utiliser. Moi, j'estime, je les considère comme des partisans.
Ils croient en leur parti. Tout le monde doit prendre conscience que les responsables de partis politiques négocient en permanence avec le pouvoir. C'est-à-dire que ceux qui croient que Kamtou a des ennemis à Yaoundé doivent comprendre que Kamtou dîne avec ces gens-là. Cabral dîne avec ces gens-là. Serge Espoir Matomba dîne avec ceux qui sont au pouvoir. Il faut comprendre ça. Il vit à Yaoundé. Tous vivent à Yaoundé ou à Douala. Et à Douala, il faut bien, si tu veux vivre, tu dois bien faire des affaires, donc être en permanence, surtout quand tu es responsable d'un parti politique. Surtout quand tu es responsable d'un parti politique. Tu ne peux pas être responsable d'un parti politique, vouloir la magistrature suprême et ne pas avoir le numéro du secrétaire général de la présidence. C'est impossible. Parce qu'à un moment donné, c'est lui qui te dira que, écoute, là, on ne peut pas aller jusque-là. Fais les choses dans ce sens-ci. C'est une question de sécurité nationale. Donc, moi je crois sincèrement que beaucoup m'interpellent pour pas grand-chose. Moi je suis resté dans mon idée de faire la sensibilisation et je vais la continuer. Je vais la continuer parce que j'ai connu le Nord, je devais avoir 15 ans ou 16 ans. La première fois où je suis allé visiter tout le Nord entier. Je suis reparti dans le Nord. Le Nord, c'est un endroit magnifique. C'est notre potentiel touristique que nous pouvons vendre dans tout le monde entier. Il suffit qu'on fasse les choses comme elles doivent être faites. Seulement, tous ceux qui ont pris des responsabilités en faisant croire aux gens du Nord qu'ils y vont la tête basse parce qu'ils ont une forme de nostalgie de leur frère qui a donné consciencieusement le pouvoir à un autre Camerounais, ceux-là vous ont trompé parce qu'eux-mêmes sont venus se servir. Je vous ai donné le cas de Issa Chiroma. Issa Chiroma est l'un des plus grands transporteurs du Cameroun. Donc, je reviens, apparemment j'ai fini, je reviens, à tout de suite.